Ça, c'est moi. Je m'appelle Anthony et ma passion, c'est le monde aquatique. Peu importe la manière de l'explorer, l'important c'est d'avoir la tête sous l'eau. Il arrive de temps en temps qu'on me pose la question, mais en fait, qu'est-ce que tu fais sous l'eau? C'est marrant de voir que malgré que notre planète soit recouverte à 70% par des mers et des océans, cette immensité reste un mystère pour beaucoup d'entre nous. Être sous l'eau, c'est un peu comme être dans un autre monde. On y croise des créatures de toutes sortes, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Il existe une multitude de paysages différents, et on a beau y renouveler les plongées, chaque immersion est unique et réserve de nouvelles surprises. Parfois, il arrive que le monde des hommes se mélange à celui des poissons. Je prends alors beaucoup de plaisir à explorer ces structures qui étaient à l'origine vouées à rester en surface. L'exploration d'épaves est une activité très particulière et peut être riche en émotions. Ces navires, qui semblent reposer paisiblement au fond, sont de vraies oasis de vie et offrent un incroyable spectacle. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard et que leur immersion dans cet autre monde résulte parfois d'événements tragiques. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner à la découverte d'une épave qui m'a particulièrement ému. Cette année, avec ma copine Charlotte, on a décidé de partir à l'aventure à l'autre bout du monde. Nous avons troqué notre appartement marseillais contre un petit camion aménagé dans le but d'explorer la Nouvelle-Zélande. Situé entre l'océan Pacifique et la mer de Tasman, ce pays possède pas moins de 15 000 km de façade maritime. Un vrai régal pour les explorateurs aquatiques que nous sommes. Il y a une plongée que nous ne pouvions pas manquer en venant ici en Nouvelle-Zélande. Nous sommes aujourd'hui à Mataori Bay, au nord de l'île du Nord. C'est à quelques encablures d'ici que repose l'épave autrefois propulsée par cette hélice. Un navire dont le naufrage fut causé par l'un des plus grands fiascos des services secrets français, le Rainbow Warrior. Le Rainbow Warrior est un ancien chalutier reconverti en navire amiral de l'organisation écologiste Greenpeace à la fin des années 70. Durant plusieurs années, le navire et son équipage ont parcouru les océans pour dénoncer les crimes environnementaux. En avril 78, il se rend en mer d'Islande pour protester contre la pêche à la baleine. Au mois de juin, l'équipe du Rainbow Warrior filme un cargo qui déverse plusieurs tonnes de déchets nucléaires au large de l'Espagne. Le navire traverse l'Atlantique en 1981 pour s'opposer au massacre des bébés phoques au Canada. En 82 et 83, l'équipage proteste contre la pêche à la baleine au Pérou et dénonce la violation du moratoire par les Russes en Sibérie. Au début de l'année 1985, le Rainbow Warrior se rend dans le Pacifique. Il évacue alors la population de l'atoll de Rongelap dans les îles Marshall qui souffrent de maux terribles suite aux essais nucléaires américains des années 50. Le 7 juillet 1985, le Rainbow Warrior se rend en Nouvelle-Zélande et fait escale dans le port d'Auckland. Il prépare sa prochaine mission qui a pour but de protester contre les essais nucléaires français à Mururoa. Le soir du 10 juillet, alors qu'une partie de l'équipage est déjà couchée, une explosion retentit à 23h45. Une charge explosive vient d'éventrer la coque du bateau. À l'intérieur, c'est la panique. L'équipage évacue le navire, mais certains membres semblent manquer à l'appel. Quelques minutes plus tard, une deuxième bombe explose au niveau de la salle des machines. Cette seconde déflagration pulvérise la motorisation du navire ainsi qu'une partie des cabines. Le photographe Fernando Pereira est pris au piège. Il meurt dans l'attentat. Cet événement fait le tour du monde, et pendant des semaines, le gouvernement français nie son implication. Malmené par la presse écrite, il finit par avouer sa culpabilité avec une annonce officielle du Premier ministre Laurent Fabius à la télévision. L'opération a été exécutée par la DGSE, les services secrets français, et a été commanditée par le ministère de la Défense. Ce sont 2 nageurs de combat qui ont posé les bombes ce soir-là sur la coque du Rainbow Warrior. Le patron de la DGSE est alors limogé, et le ministre de la Défense démissionne. L'Hexagone verse plusieurs millions de dollars en dommages et intérêts à la Nouvelle-Zélande après avoir présenté ses excuses officielles.
Les retombées médiatiques sont telles qu'au lieu d'entraver les actions de l'ONG, l'affaire met en lumière le combat de Greenpeace. Pour autant, les essais nucléaires français ne seront arrêtés que 11 ans plus tard, en 1996. Le Rainbow Warrior, quant à lui, est irréparable. Après avoir longtemps séjourné en cale sèche pour les besoins de l'enquête, le navire finit par être renfloué en décembre 87. Il prend alors la mer pour son dernier voyage. Il est remorqué jusqu'à Mataori Bay, où il sera volontairement coulé sur une zone de sable pour servir de récif artificiel. Cela fait maintenant plus de 30 ans que le vieux chalutier sommeille par 26 mètres de fond. Ce que je vous propose, c'est de me suivre lors de notre unique plongée à la découverte de l'épave. Je suis de suite impressionné par la vie qui s'est développée sur la structure du navire. Quelques secondes suffisent pour qu'un premier habitant des lieux vienne m'accueillir. En l'espace de seulement quelques minutes, j'observe une multitude d'espèces différentes. La complexité de la structure offre une belle diversité d'habitats, tout comme la forêt d'algues qui s'est développée sur le pont supérieur. Chacun semble y trouver son compte, et l'épave est une véritable oasis. Je profite d'une ouverture pour jeter un œil à l'intérieur du bateau. La légère lumière qui émane de ces trous attire mon attention. Je me trouve en fait juste au-dessus des cales du navire qu'il me sera plus facile d'observer depuis la large perforation sur le côté de la coque. Cette ouverture est aussi grosse que le trou causé par la première explosion qui lui n'est plus visible aujourd'hui. C'est pour moi un des moments les plus marquants de cette exploration. La cale regorge de poissons et de gros spécimens de snappers nous offrent un spectacle mémorable. Nous longeons maintenant la coque en direction de la poupe du navire. Comme souvent lors d'une exploration d'épave, les parties bien conservées du bateau me remettent en tête son histoire. J'évolue actuellement sur le pont tribord du navire. Ici se trouve une étroite porte qui permet l'accès vers les cabines. C'est toujours fascinant de se promener sous l'eau, là où d'autres ont vécu. Ici, on s'imagine facilement les membres d'équipage accoudés à la rambarde, en train de scruter l'horizon à la recherche de baleiniers. Aujourd'hui, ce sont les poissons qui se promènent le long de ces couloirs. Ils errent ainsi paisiblement et redonnent au Rainbow Warrior le rôle de foyer qu'il a autrefois été. Une réelle sérénité règne sur les lieux et les animaux se laissent facilement approcher. Quant au guerrier arc-en-ciel, la nature lui a donné une seconde vie et de nouvelles couleurs qui lui vont à ravir.
Je survole une dernière fois le pont avec ce sentiment caractéristique des explorations d'épave. Un contraste frappant entre la beauté des lieux et le tragique destin du navire.